C'était une personne avant d'être une œuvre. Ce qui me fascinait en elle, c'était sa liberté. C'était cette femme qui choisissait de vivre et d'aimer autrement, de dire non, d'affronter le scandale. Ça me plaisait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui ouvre une voie nouvelle. Et elle ouvre une voie nouvelle, pas seulement par ses écrits, mais par sa personne et sa manière de vivre. Il faut bien voir la hardiesse de Simone de Beauvoir, qui, dans Le Deuxième Sexe, parle de la contraception comme une libération et de l'avortement comme une nécessité. Et ça a choqué à l'époque beaucoup. Voir le contexte de l'époque, des mœurs, des interdits. C'est un autre monde. C'est le monde d'avant 68. Et il arrive ce livre qui, d'une certaine façon, fait la lumière, c'est-à-dire me montre que je ne suis pas coupable. Le Deuxième Sexe, c'est un livre ahurissant qui paraît juste après la Deuxième Guerre mondiale. Après une catastrophe historique énorme, européenne, française, n'en parlons pas, avec l'effondrement de la collaboration, de Vichy, de tout un système de valeurs qu'elle a d'ailleurs très anticipé dans sa critique, notamment dans Quand prime le spirituel, où elle voit ça, elle sent, elle pressent que ça ne peut pas durer. Et d'ailleurs que c'est une sorte d'enfermement criminel. Hein, elle a été très frappée par ça. Donc 1947. Mais elle est où à ce moment-là? Hein? Elle est aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc elle change de langue. Elle connaît pour la première fois quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Elle le dit physiquement, sexuellement, sensuellement. Elle est extrêmement amoureuse, Nelson Algren, qu'elle choisit, sur lequel elle s'appuie. Bref, elle vit là une expérience très considérable de son propre aveu. Pourquoi? Parce qu'avec Sartre, c'était pas vraiment du corps à corps qui pouvait lui donner son corps, elle le dit très bien. Et il s'ensuit. Il y a évidemment Sartre, il y a évidemment ses études de philosophie, il y a évidemment... Mais tout ça sort de quelque chose d'un peu abstrait. Brusquement, ça s'incarne, et elle écrit Le Deuxième Sexe, à partir d'une expérience vécue. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Alors, tout est dit dans ce texte-là. Il n'y a pas de destin. Voilà. Il n'y a pas un destin biologique ou psychologique ou économique qui ferait une femme. Tout ça, c'est le produit de ce qu'elle appelle la civilisation. Ce que Simone de Beauvoir dit très bien, c'est que dans la fameuse civilisation, la femme, c'est l'autre. C'est l'autre de l'homme. C'est le grand thème du Deuxième Sexe. C'est l'autre. C'est-à-dire celle que l'on compare à nous, les hommes. Nous, c'est nous. Nous, nous sommes les hommes, c'est nous la civilisation, c'est nous le pouvoir, c'est nous la cité. Ce qu'elle posait là et qui a été tout de suite révolutionnaire, c'est que ce qu'on appelle la femme est, pour l'essentiel, une construction à partir de la donnée physiologique des organes sexuels
primaires, puis des caractères sexuels secondaires. Et elle a mis l'accent sur cette construction. Et du coup, le deuxième siècle devient un livre extraordinaire parce qu'elle va déconstruire, comme dirait aujourd'hui, tous les discours qui ont légitimé cette construction de la femme. Qui êtes-vous, Madame Dupont? Vous parmi les 21 400 000 Madame Dupont. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chances de divorcer au bout de 3 ans. Hélas, 30% de chances d'être trompée au bout de 5 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. 35% brossent soigneusement les vêtements de leur mari. Et 40% les brossent à fond, dans les moindres recoins. Peut-être. Mais Madame Dupont consacre au moins 65 heures par mois au nettoyage de son appartement. Mais elle passe 25 heures par an à vernir ses ongles et 26 heures pour les faire sécher. Oui, mais ce temps est pris sur les 360 heures annuelles qu'elle perd à attendre les 70% de messieurs Dupont qui, après les 8 premiers mois de... Combien de femmes englouties dans le mariage ont été, selon le mot de Stendhal, perdues pour l'humanité? On a dit que le mariage diminue l'homme. C'est souvent vrai, mais presque toujours, il annihile la femme. Avant le mariage, je ne crois pas avoir vraiment compris vraiment expérimenté, éprouvé, ressenti que ce que pouvait être pour une femme, le poids de la construction, d'une construction sociale, d'une institution qui était, à mes yeux, absolument faite pour l'homme. Et dans le plus grand assentiment autour de moi, de toutes les femmes et de tous les hommes. Et c'est pour cela que, à un moment de ma vie, j'avais 36 ans, après un peu plus de 14 ans de mariage, eh bien, il a fallu que j'écrive un livre, c'était La femme gelée. Et le titre La femme gelée, où beaucoup ont vu la femme sexuellement frigide, c'était ça le titre, évidemment, tout de suite la première chose. Mais non, c'est La femme gelée. Comment toutes les aspirations, tous les désirs, tout ce qui m'avait nourri, justement, y compris l'exemple beauvoirien, comment tout simplement en vivant au quotidien le projet familial étouffait complètement le projet individuel. Pour Beauvoir, l'accomplissement personnel prend des formes et prend des tours qui n'incluent pas le mariage au sens classique du terme. Il faut donc avec Sartre construire autre chose. Et en un sens, c'est une grande originalité, parce qu'on aurait pu penser qu'une femme qui veut à ce point construire sa liberté, la construit entièrement seule. Elle a voulu la construire à deux et avec Sartre. Jamais nous ne deviendrions étrangers l'un à l'autre. Jamais l'un ne ferait en vain appel à l'autre et rien ne prévaudrait contre cette alliance. Mais il ne fallait pas qu'elle dégénérât en contrainte ni en habitude. Nous étions d'une même espèce et notre entente durerait autant que nous. Elle ne pouvait suppléer aux éphémères richesses avec des êtres différents. Nous conclûmes un autre pacte. Non seulement aucun des deux ne mentirait jamais à l'autre, mais il ne lui dissimulerait rien. Il fut convenu que nous nous dirions tout. Alors c'était exactement ce que nous faisions sans savoir, de Santi et moi. Il est vrai que comme nous avions horreur du mariage, nous nous étions mariés parce que la majorité était à 21 ans à l'époque, que j'avais un père qui avait ses idées sur l'heure, et nous nous étions mariés, en somme, pour m'émanciper. Et c'est bien plus tard,
quand on n'a plus publié Socialisme et Liberté, quand De Sentier a été nommé professeur au lycée de Vichy, et que comme Vichy était irrespirable, nous avions décidé de vivre à Clermont-Ferrand, qu'un jour Sartre et Castor, au cours de leur virée estivale, en train et vélo, annoncent leur arrivée, Castor et moi, enfin Simone de Beauvoir et moi, allions nous promener, et au cours de cette promenade, je lui ai raconté que notre couple était en crise parce que je m'étais prise de quelqu'un et que ce quelqu'un était ce qu'on appelle un jaloux congénital, j'appelais pas ça comme ça, bien sûr, et qu'il exigeait que je quitte De Santi, que je choisisse en somme. Et Simone de Beauvoir, naturellement, s'est beaucoup intéressée à ça. Et quand nous nous sommes retrouvés le soir au café, Castor raconte à Sartre, petit homme donc, l'histoire de nos difficultés. De Santi très étonné qu'elle les connaisse, mais enfin, il ne dit rien, naturellement. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont parlé du pacte qui les unissait, simultanéité et transparence, et qu'il y avait ce que Fourier aurait appelé unéen pivotal et des amours contingentes des partenaires de rencontre, et que c'est ainsi qu'il fallait résoudre ce problème. Et nous avons compris que, comme ces deux êtres que nous admirions énormément avaient réussi à tenir ce contrat, nous pouvions essayer également. La chance a voulu que nous réussissions, mais à chacun de trouver sa manière d'être pour essayer de rester soi-même en même temps qu'uni à un autre qui vous est indispensable. Il y a des femmes et beaucoup d'hommes qui disent qu'une expérience capitale vous a manqué, celle de la maternité. Et selon eux, cette mutilation disqualifierait tous vos propos et toutes vos thèses. Mais quand j'écris le deuxième sexe, que je sois mère, que je ne le sois pas, ce que j'ai à dire sur les femmes en général n'est pas du tout lié à mon expérience personnelle. Et on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. C'est un leurre décevant que de rêver atteindre par l'enfant une plénitude, une chaleur, une valeur qu'on n'a pas su créer soi-même. Il n'apporte de joie qu'à la femme capable de vouloir avec désintéressement le bonheur d'un autre, à celle qui, sans retour sur soi, cherche un dépassement de sa propre existence. Elle a posé, à mon avis, avec beaucoup de justesse, pour l'époque, mais aussi pour aujourd'hui, on va voir pourquoi, que la maternité est le point sur lequel se joue le destin d'une femme. C'est là que se joue. Pourquoi ? Quand elle l'écrit en 1949, elle l'écrit dans une situation historique, en France en particulier, où les femmes ne disposent ni d'aucun moyen de contraception fiable, et où l'avortement, bien entendu, est interdit, puisque quelques années plus tôt, sous le régime de Vichy, une femme qui aidait des femmes à avorter a été condamnée à mort et exécutée. Donc c'est une situation dramatique. Elle a touché le nœud des choses. Elle a touché ce qui fait que les femmes se voient assignées, en quelque sorte, à un destin. La question de l'indépendance des femmes se joue sur le plan économique, mais aussi sur le plan de leur capacité à être mère, comme dirait Françoise Héritier, sur ce fait de la fécondité, dont Héritier, qui n'est pas toujours d'accord avec Beauvoir, reconnaît quand même que c'est bien sûr cette question de la fécondité que la domination masculine s'est exercée. Capter, contrôler, utiliser la fécondité des femmes, ça c'est sûr. Moi, je vois que toute mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de ma mère, il y avait derrière sa tête, il y avait évidemment cette extraordinaire angoisse
cette angoisse que d'un seul coup, sa fille, pour qui elle faisait des sacrifices, je parle aussi de mon père aussi, donc pour que je fasse des études, que j'ai un métier, et d'un seul coup, je pouvais être renvoyée au destin de torcher des enfants. C'était ça pour ma mère. Et je crois qu'on n'aura pas compris le deuxième sexe en disant mais il y a un dégoût chez Simone de Beauvoir de la maternité. Il y a c'est étrange, etc. Mais il faut bien comprendre que ça se comprend sur ce terreau-là de ce qui attend la femme, quelque chose qui attend la femme. En France, les épouses, chacun le sait, détiennent l'essentiel du pouvoir d'achat. Savoir équiper un appartement, discerner l'utile de l'inutile, s'apercevoir que le comportement apparemment négligent d'un enfant peut simplement dépendre de la hauteur d'un porte-manteau mal placé, sont quelques aspects beaucoup moins futiles qu'ils en ont l'air de ce métier qui s'apprend comme tous les métiers. Les caisses d'allocation familiale, avec leur service de formation ménagère, sont précisément là pour apprendre aux mères et futures mères de famille les méthodes qui composent cette science de la vie quotidienne. Ces cours sont destinés aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas reçu pendant leur adolescence de formation ménagère ou qui désirent la perfectionner. Coupe, couture, choix d'un tissu, puériculture et sans oublier, bien entendu, l'art de la cuisine. Il n'y a qu'un travail autonome qui puisse assurer à la femme une authentique autonomie. Ça, je dois dire que faire des études, c'est vraiment un moment qui m'a inculqué ça, absolument. Absolument, ça a été sa recommandation vis-à-vis de ses 3 filles. Nous étions 3 filles, un garçon. Mon frère n'est pas rentré de déportation, mais pour les 3 autres, dès que nous avons toutes les 3 été déportées, l'une comme résistante et les 2 autres comme juives, mais toutes les 3, nous étions absolument décidées à travailler. Et moi, la seule chose... Quand j'étais au camp, je ne pensais jamais à ça parce qu'on se pensait qu'on ne rentrerait pas. Mais une fois qu'on a été libérés, on est resté assez longtemps à Bergen-Belsen avec ma sœur aînée qui était d'ailleurs très malade et même après la libération. Et je dirais la chose à laquelle je pensais, à laquelle je n'avais pas eu intérêt à penser jusque-là, c'est que j'avais passé mon bachot la veille du jour où j'étais arrêtée, que je ne savais pas du tout si je serais reçue ou pas. Et je me disais, si je suis reçue, j'aurai le courage de faire des études. Si je suis pas reçue, qu'il faut que je retourne au lycée, que je prépare le bachot, ça je ne suis pas sûre que je pourrais. Mais dès que je suis rentrée au mois de septembre, je me suis tout de suite renseignée pour m'inscrire au mois d'octobre. Alors j'ai eu quelques difficultés parce qu'à l'époque, et je crois que c'est intéressant de le souligner, quand on voulait s'inscrire, j'ai voulu m'inscrire au droit, ça c'était tout à fait décidé, je voulais être avocate, et j'ai voulu aussi, en me disant je voulais être très occupée, je me suis dit je vais m'inscrire à Sciences Po. Et quand je suis arrivée, on m'a dit ah non, c'est très ennuyeux parce qu'il y a un examen pour les filles, il n'y en a pas pour les garçons, mais il y en a pour les filles, parce qu'il y a trop de filles qui font Sciences Po pour trouver des maris. Mais enfin, ils ont fait une exception pour moi, ce qui prouve que cet examen n'était pas tellement indispensable, et je suis entrée quand même à Sciences Po. Enfin, au moment où justement j'ai dit, j'avais passé les mêmes examens que mon mari, sauf que je n'étais pas énarque, mais j'avais fait je voulais être avocat. Il m'a dit avocat, c'est un métier épouvantable, il n'y a pas question. Alors on a fini par transiger, et il a accepté que je devienne magistrat. C'était plus convenable, c'était bien. Mais enfin, ça ne lui plaisait pas beaucoup, pas du tout même que je travaille. Il aurait aimé avoir une femme comme était sa mère à la maison. Mais là, jamais j'aurais transigé. Donc, une citation de la 4e partie vers la libération. Ça ouvre le chapitre sur la femme indépendante. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu'elle cesse d'être une parasite, le système fondé sur sa dépendance s'écroule. Entre elle et l'univers, il n'est plus besoin d'un médiateur masculin. Et évidemment, cette phrase fait écho à celle un peu plus loin qui dit « La femme qui s'affranchit économiquement de l'homme n'est pas pour autant dans une situation morale, sociale, psychologique identique à celle de l'homme. »
Alors ça, c'est une chose que j'ai essayé de développer sous une autre forme dans mon livre État de femme, à savoir qu'il y a eu un grand, disons, régime d'organisation de l'identité féminine, en gros jusqu'au début du XXe siècle, que j'ai appelé le régime des états de femmes, où une femme n'avait le choix qu'en être soit une première, c'est-à-dire une femme mariée, mère de famille, donc liée à l'homme par un contrat de mariage, soit une seconde, c'est-à-dire une femme qui a des relations sexuelles mais sans être liée par un contrat de mariage, et donc sa subsistance économique dépend de sa disponibilité sexuelle envers un nombre d'hommes indéterminé. Et puis troisième possibilité, la tierce, c'est-à-dire celle qui est indépendante économiquement parce qu'elle travaille, mais qui paye cette indépendance de sa disponibilité sexuelle puisqu'elle n'a pas le droit d'avoir une sexualité. C'est typiquement le cas des gouvernantes dans les romans victoriens. Bon. Donc ça, c'est un système qui a été extraordinairement stable pendant des siècles et des siècles. La dépendance économique de la première doublée d'une sexualité garantie par le contrat de mariage, l'indépendance économique grâce à une vie sexuelle qui stigmatise la seconde et l'indépendance économique sans vie sexuelle pour la tierce. Bon. Et qu'est-ce qui se passe au début du XXe siècle? On voit apparaître ce que j'ai appelé la femme non liée, c'est-à-dire celle qui sort de ce système en étant capable d'avoir une vie sexuelle hors du mariage sans être pour autant stigmatisée. Voilà. Elle peut avoir une vie sociale et elle est à la fois indépendante économiquement et libre sexuellement. C'est une révolution, ça n'avait jamais existé auparavant. On en voit l'apparition dans les romans à partir donc en gros après la Première Guerre mondiale, et c'est en gros le système sous lequel nous sommes aujourd'hui et que la plupart des femmes des pays occidentaux ont intériorisé. Donc le fait qu'elles peuvent à la fois avoir cette autonomie, cette très importante indépendance économique sur laquelle Beauvoir, à juste titre, insiste, mais en même temps que leur vie sexuelle n'est pas entièrement soudée dans la forme du contrat de mariage avec un seul homme. Devant l'homme, la femme est toujours en représentation. Elle ment, en feignant de s'accepter comme l'autre inessentiel. Elle ment, en dressant devant lui, à travers mimiques, toilettes, paroles concertées, un personnage imaginaire. Cette comédie réclame une constante tension. Près de son mari, près de son amant, toute femme pense, plus ou moins, je ne suis pas moi-même. Et pour elle comme pour moi, on a sans doute agi comme toute femme agit avec d'autres, mais je ne crois pas qu'elle ait jamais fait autre chose qu'être elle-même avec Sartre, et je suis tout à fait sûre que le seul homme avec lequel je n'ai jamais faim, c'est de Santi. C'est dans un chapitre où elle évoque l'amoureuse et où elle évoque l'amour à la fois comme une expérience fondamentale, une vérité, mais malheureusement aussi pour trop de femmes comme un piège et comme une source d'aliénation. Alors en particulier chez celles qu'on appelle les amoureuses, c'est une source d'aliénation, les grandes amoureuses, les Juliette Drouet, parce que l'amour, au lieu d'être une des facettes de l'expérience vécue de l'existence, devient le tout de l'existence. Et là, c'est le piège. Alors, l'immanence de l'instant est dépassée. Les brûlants souvenirs ne sont plus un regret, mais un trésor. En s'éteignant, la volupté devient espoir et promesse. La jouissance est justifiée. La femme peut glorieusement assumer sa sexualité parce qu'elle la transcende. Le trouble, le plaisir, le désir ne sont plus un état, mais un don. Son corps n'est plus un objet, c'est un cantique, une flamme. Alors, elle peut s'abandonner passionnément à la magie de l'érotisme. La nuit se change en lumière. L'amoureuse peut ouvrir les yeux, regarder l'homme qui l'aime,
et dont le regard la glorifie. Par lui, le néant devient plénitude d'être, et l'être est transfiguré en valeur. Elle ne sombre plus dans une mer de ténèbres, elle est soulevée sur des ailes, exaltée vers le ciel. L'abandon devient extase sacrée. C'est beau, non? C'est beau et c'est ambigu. Ambigu. Mais comme l'ambiguïté, c'est justement toute la valeur de l'existence. C'est ambigu, car l'érotisme en soi est une valeur, est une vérité, est une expérience vraie, et en même temps, l'utilisation que les femmes peuvent faire, sont tentées de faire, d'une justification entière de leur existence dans l'érotisme, dans le rapport à l'homme aimé, est une mystification et une source d'aliénation. C'est donc ambigu. Et il faut bien lire ces chapitres sur l'amoureuse dans cette lumière de l'ambiguïté d'une expérience. La femme est un sujet universel, et même la femme désirante, c'est-à-dire de désirer une femme, c'est une dimension universelle, aussi universelle que de désirer un homme, ou de désirer, ou d'être hétérosexuel. Quoi. Je veux dire, la question, c'est pas de séparer les gens hommes-femmes, c'est de s'assumer comme sujet universel. D'être lesbienne, pour moi, je trouvais que la puissance du désir, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Parce que c'est la puissance de vie. Or, si cette puissance de vie, elle choisit les femmes, c'est bien parce qu'elle a un but, qui est un but quand même de valoriser les femmes, d'aimer les femmes. Je veux dire, les femmes ne sont pas aimées socialement. Hein. Je veux dire, on a dévalorisé les femmes. Moi, j'ai pensé que peut-être il fallait aimer les femmes et dire qu'elles valent d'être aimées. Beauvoir mange le monde. Elle le dit dans les mémoires du jeune fille Ranger. Elle voulait tout manger, elle voulait tout absorber, tout connaître. Et donc les femmes font partie de ce monde qu'elle veut absorber et connaître. On pourrait s'attendre que la Révolution eût changé le sort de la femme. Il n'en fut rien. La Révolution française a quand même donné aux femmes l'égalité civile. Le mariage est un contrat civil et par conséquent soluble. Hein, on peut divorcer. La Révolution a reconnu le droit au divorce. Or, il faut savoir que les filles ont hérité de leurs parents à l'égal de leurs frères, ce qui n'était pas le cas dans la France d'Ancien Régime. Donc, la Révolution n'est pas nulle du point de vue civil pour les femmes. Mais, là où Simone de Beauvoir a raison, c'est que la Révolution française commence à construire une démocratie, ce qui est très important, parce que c'est reconnaître le droit de l'individu, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit de chaque individu, mais elle en exclut les femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes en France n'ont voté qu'à la Libération. Le droit de vote, c'est 1944. Le premier vote des femmes, c'est 1945. Et Simone de Beauvoir écrit en 1949. Donc, elle a devant elle, elle a eu une enfance et une adolescence où les femmes ne votaient pas, étaient totalement exclues, et où en même temps, on trouvait quand même que la France était le pays des droits de l'homme. Simone de Beauvoir a publié un livre qui fut une véritable révolution pour les Américaines et les Canadiennes. Parce que ce livre est tout à fait, c'est une synthèse, mais même pas, c'est 2 grands volumes qui vont être de nouveau traduits et qui ont vraiment suscité chez les femmes américaines et canadiennes un grand sursaut. On s'occupait vraiment de la situation, on l'analysait, mais dans tous ses aspects, anthropologiques, philosophiques, sociologiques, n'est-ce pas? Il y avait des statistiques, il y avait l'étude de la littérature, l'étude de la psychanalyse. Elle était allée, au fond, puiser aux meilleures sources. Et alors, les femmes ont été bouleversées par son honnêteté, par une vision dramatique, existentielle,
de leur situation. Betty Friedan avait une admiration énorme pour Simone de Beauvoir. Kate Millett aussi. Gloria Steinem aussi. Elles avaient une grande dette envers Simone de Beauvoir, surtout Betty Friedan. Et puis vers 63 ou 64, j'ai commencé à faire des traductions avec Colette Audry, parce que j'étais bilingue, j'avais appris l'anglais, j'avais fait aussi des études d'anglais que je n'ai pas complétées, mais j'avais commencé, donc je faisais des traductions. Colette Audry cherchait des traductrices. Et on travaillait sur la femme mystifiée, voilà, féminine mystique, Betty Friedan. Et c'est à l'occasion de ces moments où on travaillait ensemble que j'avais remarqué sur son bureau des papiers qui parlaient du mouvement démocratique féminin. Et plus tard, Colette Audry m'a dit, je ne doutais pas quel choc ça allait représenter le jour où tu m'as demandé si tu pouvais effectivement, on se voyait à l'époque, t'intéresser à ce mouvement démocratique féminin, parce que ça a été finalement le point de départ de toute ma vie politique qui a suivi. J'ai l'impression que ces femmes vont se croire un peu un enjeu électoral. C'est pourquoi il serait peut-être utile que vous nous disiez précisément ce que vous pensez de ce problème qui nous touche toutes et ce que vous comptez faire si les moyens vous en sont donnés. Vous savez que le contrôle des naissances, pour employer le terme connu de tous, est reconnu dans les plus grands pays du monde, sans nuire à l'expansion démographique. C'est donc un problème qui se pose et qu'il ne faut pas nier. Alors avec le mouvement démocratique féminin, on a donc creusé les questions qui concernaient les femmes. Naturellement, on était très engagé dans le soutien du planning familial. Pour la contraception, l'IVG, j'ai raconté tout ça. Comment on avait, en 1965, comment nous avons pesé sur François Mitterrand pour qu'il fasse sortir la question de la contraception dans sa campagne présidentielle. Ce qui a profondément choqué De Gaulle, de voir que son concurrent se permettait d'amener un sujet qu'il considérait, lui, d'ordre privé, sur la place publique. Il a été très choqué. Quelques années plus tard, j'avais rencontré une Wirth qui m'avait dit que De Gaulle, effectivement, avait été choqué par cela, mais ça l'avait quand même fait réfléchir, si bien qu'une fois élu, en 1965, De Gaulle avait appelé Neuwirth pour lui demander de lui expliquer ce sujet que Neuwirth défendait, parce que Neuwirth avait découvert en Grande-Bretagne la contraception. Et très rapidement, De Gaulle lui a dit « Ça suffit, vous m'avez convaincu, j'inscris ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée ». La plus grande invention du XXe siècle, c'est celle-là. C'est évidemment c'est la grande libération des femmes. Elle est là, puisque tout était subordonné à le destin des femmes. Il s'arrêtait tous les 28 jours. C'était on ne peut pas imaginer une vie comme cela. Est-ce qu'un homme ne peut pas imaginer cela? Et les femmes de maintenant ne peuvent pas. Et j'en suis tellement heureuse. Pour moi, qui ai vécu cela, qui ai eu une vie avec la contraception, avec la possibilité de l'avortement. C'est évidemment le jour et la nuit, et c'est le passage du Moyen-Âge au monde moderne, mais c'est pas ça, c'est le passage de l'absence d'avenir. Un point sur lequel s'accordent partisans et ennemis de l'avortement légal,
c'est le radical échec de la répression. Il y a en France chaque année autant d'avortements que de naissances. En 1941, le docteur Aubertin de Bordeaux hésitait entre 800 000 et 1 million, du fait que l'opération se pratique dans des conditions clandestines, souvent désastreuses. Beaucoup d'avortements se terminent par la mort de l'avorté. Je suis devenue féministe, je dirais assez tôt, à la suite d'un grand traumatisme. C'est-à-dire que à l'âge de 21 ans, je me suis retrouvée en train de subir un avortement clandestin, comme ça se passait à l'époque, avant que existe la loi Neuwirth sur la contraception ou la loi Veil sur l'IVG. Et au cours de cette opération, entre guillemets, j'ai failli mourir 2 fois. Et donc, quand j'en suis sortie, la question, au fond, qui s'imposait à moi, c'était, est-ce que être une femme qui n'a pas envie de vivre forcément dans la chasteté, c'est subir toute sa vie de telles horreurs. Quand une femme, soit parce qu'elle n'est pas mariée, et pendant très longtemps en France, par exemple, le fait pour une jeune femme d'attendre un enfant sans être mariée est catastrophique. Il y avait au moins 300 femmes qui mouraient avant le vote de la loi, et s'ajoute à celles qui mouraient, toutes celles qui restaient stériles, ou qui restaient même très lourdement handicapées, avec des suites très difficiles. C'était donc une nécessité. Il y a 2 journalistes de l'Observateur, un homme, une femme, qui sont venus nous dire, mais pourquoi ne pas utiliser la structure de l'hebdo pour faire un grand truc sur l'avortement, par exemple un manifeste. Tout de suite, moi, j'ai réagi favorablement. J'ai dit, là, il y a une idée extraordinaire. Et avec des copines, on a décidé de passer à l'acte, c'est-à-dire de réaliser cette idée. Autrement dit, de chercher des signatures de femmes ayant déclaré qu'elles avaient avorté, mais pour se protéger, parce que l'avortement était interdit et passible de poursuites pénales, eh bien, pour se protéger, demander des signatures de vedettes. Et avoir, comme avocate, Gisèle Halimi, qui était tout de suite partante. Alors évidemment, c'est pas nous qui allions recueillir les signatures de vedettes, hein. On n'avait pas un carnet d'adresses assez bien rempli. Donc c'est comme ça que j'ai demandé un rendez-vous à Beauvoir. Je lui avais téléphoné en tremblant de tous mes membres pour lui dire est-ce qu'elle acceptait de discuter de ce fameux manifeste qu'on était en train de mijoter. Oui, venez, rendez-vous telle heure. Il fallait toujours arriver très à l'heure et partir très à l'heure. Hein. Il ne s'agissait pas de traîner. Donc on avait un créneau. Alors j'ai fait vite, hein, parce que j'étais intimidée. Bien sûr, j'étais assise sur le bord du canapé. On était avec une autre copine. Elle était là, elle nous a écoutés avec son petit air bien raide, là, sans rien dire. Et quand j'ai eu terminé mon truc, elle m'a dit « D'accord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et c'était parti. Oui, le manifeste des 343 salopes a été une chose importante, parce que l'opinion a été émue. Je crois que beaucoup de gens pensaient qu'il fallait changer la loi, mais au fond n'osaient pas le dire. Et que le fait que parmi ces femmes, il y en ait qui étaient connues, qui avaient très bonne réputation, qui ont signé, d'ailleurs on a beaucoup dit qu'un certain nombre avaient affirmé cette fait avortée, que c'était certainement pas vrai, mais c'était important et ça marquait l'opinion, parce que tous les journaux en ont fait état, et que ça mettait, je dirais, le problème sur le tapis. Pendant sa campagne électorale, Valéry Giscard d'Estaing a dit il y aura un texte sur l'avortement, il faut absolument prendre des mesures, on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que ce qui a marqué ses intentions à lui, ce qui a été important, c'est qu'il a déjudiciarisé le texte lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu de charger le garde des Sceaux, qui était Jean-Paul Cagnuet, ce qui avait toujours été le cas, c'était toujours le garde des Sceaux qui regardait ces questions-là, c'est le ministre de la Santé que j'étais qui a été chargé de ce texte. Le principe qui me paraissait très important, c'était celui que ce soit la femme qui en décide. Donc, d'une part, il n'y a pas de commission pour en décider pour elle, et que d'autre part, il n'y a pas non plus le père putatif de l'enfant, qu'elle pouvait connaître ou pas connaître, que c'était une décision qui lui appartenait.
En même temps, comme le texte, on avait une majorité qui est une majorité de droite, et il fallait bien qu'ils votent, arriver à les faire voter, il fallait qu'il y ait tout de même quelque chose qui montre que ce n'était pas un acte désinvolte, et que c'était parce que la femme ne pouvait pas assumer cette responsabilité. On a fini par trouver ce mot de détresse, c'est-à-dire qu'elle était en situation de détresse qui justifiait, mais sans avoir à prouver quoi que ce soit. Tant de femmes ont pris le risque d'une lourde condamnation judiciaire. Si tant de médecins ont eux aussi bravé la loi et en ont dit publiquement les raisons, c'est à n'en point douter que l'opinion a mesuré l'iniquité d'une législation qui n'a jamais atteint le but qu'elle poursuivait, c'est-à-dire empêcher les avortements. Il y a pour changer notre législation bien d'autres motifs que cette inefficacité. Des motifs si graves que bien peu, à vrai dire, souhaitent son maintien ou croient encore son application possible. Simone de Beauvoir, je l'ai eue avec moi dès le début. J'avais dit à Colette Audry, je tiens absolument à ce que Simone de Beauvoir existe dans ce ministère. Je lui avais proposé de présider une commission. Elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas. Elle m'avait écrit des lettres manuscrites que j'ai conservées, où elle dit non, je ne veux pas présider, mais je serai là. Et à partir de là, j'ai été immédiatement, à peine installé dans mon ministère, saisi par Anne Zelensky notamment, qui m'a dit il faut faire très très vite une loi antisexiste. Donc, je voulais moi d'abord faire certaines choses. Alors, je disais à mes amis, d'accord, mais je veux d'abord faire la campagne d'information sur la contraception, je veux le remboursement de l'IVG, et je veux la loi sur l'égalité professionnelle. Et puis nous ferons la loi antisexiste. Donc j'ai mis en place tout de suite une campagne d'information sur la contraception. Et j'ai eu mes premières difficultés. J'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup d'opposition. Énormément d'opposition. De la part de l'Église, j'avais en face de moi Monseigneur Lustiger, qui était un homme très convaincu, c'était un militant, qui est tout de suite allé voir le président de la République, le Premier ministre, pour s'opposer à cette campagne. Et après, il y a eu le remboursement de l'IVG. Ou alors là, ça a été encore plus violent avec Monseigneur Lustiger. Il avait organisé des campagnes, c'était des pétitions, c'était des sacs postaux qui arrivaient tous les jours, des lettres toutes rédigées de la même façon. C'était vraiment très très violent. Alors Simone de Beauvoir est venue à mon secours. Et elle a fait un papier dans Le Monde où elle me défend. Et ça a aidé, ça a aidé. Et de mon côté, j'ai réussi à faire une réunion publique où j'avais invité toutes les associations qui étaient d'accord avec moi. Mes adversaires avaient des observateurs, parce que le courage n'est pas leur trait dominant, et donc ils avaient envoyé des observateurs. Et ils ont compris ce jour-là, que j'étais pas seul. C'est une leçon aussi en politique. Dès l'instant où je faisais la démonstration, je n'étais pas seul. J'avais certes Simone de Beauvoir, mais je remplissais une salle aussi. Finalement, on a quand même obtenu ce qu'il fallait obtenir. Elle m'avait dit, Colette Audry, tu l'as complètement bluffée parce qu'elle ne savait pas qu'un politique pouvait vraiment changer les choses. Voilà. Elle n'y croyait pas aux politiques. Je l'ai réconciliée en quelque sorte avec certains politiques. Elle a compris on pouvait effectivement changer les choses. Elle les avait changées. Changer la vie, elle, c'est le deuxième sexe. Quand Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe,
évidemment, à l'époque, il était extraordinairement important d'insister sur les obstacles extérieurs, parce qu'ils étaient bien plus importants qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils étaient massifs, les femmes n'avaient très peu accès au travail, elles n'avaient pas l'autorité parentale conjointe, elles n'avaient aucune possibilité d'autonomie, etc. Bon. Donc je crois qu'en son temps, c'était fondamental d'insister là-dessus. Mais je crois qu'on ne peut pas réduire les problèmes actuels des femmes à ces tensions liées au monde extérieur, qui viennent d'ailleurs, qui viennent du monde du travail ou qui viennent de leur relation avec leurs conjoints. Je pense que l'essentiel des tensions sont intérieures aux femmes, c'est-à-dire qu'elles proviennent de leur difficulté à faire coïncider deux modèles d'accomplissement qui sont totalement contradictoires. Encore une fois, le modèle ancien des états de femmes avec l'accomplissement par la féminité et la maternité et le modèle actuel d'accomplissement par le travail. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Ce qui se dégage pour moi de cette phrase, c'est que la femme se construit elle-même. Il y a une histoire, mais l'histoire aussi peut être enfermante. Eh bien, il ne faut pas se fier ni à la biologie, ni à cette histoire. Et il faut toujours penser à devenir, à se transcender. C'est extrêmement intéressant parce que nous avons ici une sorte de fil rouge qui passe de Beauvoir, la catholique, de son histoire d'aristocrate française dans les écoles catholiques, et qui se libère de cela, mais dans une filiation quand même à cette histoire, et qui introduit le dépassement sous la forme d'une liberté continue dans un combat politique. Et plus que cela, dans les conditions humaines, la transcendance va être un combat pour la liberté constant, mais ça va se passer dans le langage. Et ma liberté va être non pas la liberté de toutes les femmes, mais d'une femme. Et à partir de là, j'appelle à toutes les femmes de devenir une femme, singulière, libre parce que singulière. Je veux tout de la vie, être une femme et aussi un homme, avoir beaucoup d'amis et aussi la solitude, travailler énormément, écrire de bons livres et aussi voyager, m'amuser, être égoïste et aussi généreuse. Vous voyez, ce n'est pas facile d'avoir tout ce que je veux. Or, quand je n'y parviens pas, ça me rend folle de colère.